fonctions. Et j'appelle le général Gilles Besançon, le capitaine de vaisseau Stanislas de Chargère, Monsieur Antoine Doutrio, CEO de Plastivalois, Igor Bimbo, CEO de Vitrins. Et Eric Kramer, directeur territorial de Pôle emploi. Je vais donner la parole à l'armée pour commencer. Alors, Monsieur Besançon, prenez la parole. Donc, expliquez-nous alors comment vous êtes organisé, vous, pour attirer aujourd'hui les personnes dont vous avez besoin dans ce marché un petit peu tendu. C'est la course aux compétences et surtout aussi pour les retenir, pour les garder et les engager. Merci pour permettre d'intervenir. Alors, il y a dans ce thème les métiers en fonction de demain, il y a demain. Vous m'entendez là? Oui, oui, on peut. Et donc, il y a une question de prospective aussi. C'est identifier d'abord les métiers dont on aura besoin demain. Et donc, il y a un travail qui est important dans les armées qu'il faut comprendre, c'est que les métiers de demain, chez nous, s'identifient à travers la prospective vis-à-vis de la conflictualité de demain. Puisque la vocation première des armées, c'est bien d'aller porter des combats là où ils devront être menés par rapport à une modalité différente de conflictualité qui se présente à nous. Donc, si vous voulez, il y a une évolution dans les métiers qu'on peut, schématiquement, il y a eu trois volets finalement dans cette évolution. Il y a eu le monde de la guerre froide où il y avait une forte culture du milieu au sein des armées. Et ensuite est arrivée la période de gestion des crises et du terrorisme qui a mis en avant des métiers qui ont placé les armées en devoir de se mettre dans le milieu interarmé, de croiser les expériences et les expertises. Et puis aujourd'hui, on vit dans un monde où ce qu'on appelle se développe le multi-champ, multi-domaine. C'est-à-dire que ce n'est pas la conflictualité, donc les métiers qui sont associés ne se limitent pas à des critères de milieu, à la troisième dimension du maritime et du milieu terrestre. Et c'est aussi tous les champs qui se développent, le champ cyber, le spatial, mais aussi l'informationnel, le droit, l'influence, etc. Et donc se développe autour de cette conflictualité de notre génération, ces défis, des métiers qui s'imposent à nous et sur lesquels nous devons investir. Or, certains de ces métiers, en fait, nous ne savons pas forcément les générer de l'origine au sein de nos propres organismes de formation. Et c'est vrai qu'on a une forte tradition chez nous d'avoir un système pyramidal pour façonner les futurs cadres chefs de demain. Il faut commencer en bas de l'échelle. C'est-à-dire qu'on a un flux par le bas, mais le réarmement de nos capacités par le latéral, je vais dire, c'est-à-dire par des compétences clés en main du secrétaire, ne se fait pas si facilement que ça. Pourquoi? Parce qu'on va injecter des gens dans une structure hiérarchique, il faut quand même avoir une certaine légitimité pour encadrer et montrer l'exemple, pour embarquer les gens potentiellement sur des zones à risque et puis les engager sur potentiellement des choses qui peuvent aboutir à des choses très difficiles pour eux. Donc on a ce défi d'avoir des métiers sur des compétences qui sont de plus en plus duales. Pour certaines, on sait générer chez nous par notre entreprise, et puis d'autres qu'il faut aujourd'hui aller chercher parce qu'on ne sait pas ce que j'ai. Donc là, c'est quand même le défi de ces métiers de demain, c'est que ça interroge notre modèle. Notre modèle RH aujourd'hui, enfin chez nous, c'est un modèle à flux. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a 10% de renouvellement chaque année, mais par le bas, c'est-à-dire on recrute on est 40 000 dans l'armée de l'air, on recrute 3500 personnes en gros chaque année. Et donc c'est un vrai défi de trouver les compétences potentiellement dans des métiers où il faut directement un certain haut niveau de compétences pour être au rendez-vous opérationnel. Donc finalement on se retrouve avec une situation où vous avez des métiers qui sont dans des invariants,
et puis des métiers qui sont dans la nouveauté. Et il ne faut pas jeter le modèle ancien et se dire chouette, enfin, on va transformer et puis c'est un modèle nouveau qu'il faut qu'on réinvente, etc. Non, il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut capitaliser sur ce que nous savons faire depuis des années et des années, parce que pour être très performant, il faut avoir une expérience opérationnelle, et ça s'acquiert avec beaucoup de temps et d'expérience. Et donc ces métiers invariants, c'est le MCO aéronautique, c'est la maintenance aéronautique, c'est les SIC, systèmes d'information et de communication, c'est tous ces métiers qu'on connaît tous. Mais à l'intérieur même de ces métiers que je dirais invariants, il y a une grosse transformation interne. C'est-à-dire quand vous faites de la maintenance aéronautique aujourd'hui, il y a le mécanicien radariste d'il y a 30 ans, lui, il rentrait vraiment dans la réparation du transistor du radar. Aujourd'hui, il faut changer une carte mère, il faut mettre une valise informatique, etc. Et ça pose aussi des soucis d'engagement. Parce qu'il y avait le savoir-faire qui était une reconnaissance du métier. Et cette automatisation, finalement, on vous dit, mais en fait, n'importe qui peut appuyer sur le bouton. Et donc aussi, il y a une perte de reconnaissance par rapport à un savoir-faire. On avait plaisir à savoir utiliser une machine, absolument. La réparer. Et puis il y a aussi ce paradoxe où le jeune qui arrive est potentiellement plus compétent que celui qui a 20 ans de métier, parce que on a effectivement deux types de matériel. On a un matériel qui a 50 ans d'âge, et puis on a les matériels de dernière génération. Et les personnes se mélangent dans les mêmes entités. Et donc le jeune potentiellement peut apprendre quelque chose à son ancien, mais l'ancien a une expérience que le jeune n'aura jamais au bout d'un certain nombre d'années. Donc il faut réussir cette synthèse. On a cet effet à la fois des invariants de métiers et des nouveautés. Alors dans les nouveautés, il y a effectivement tous ces métiers autour du système d'information de communication, d'informaticiens, etc., des data scientists, parce qu'on a aujourd'hui des tas et des tas de capteurs qui nous donnent des tas et des tas d'informations, par exemple dans le domaine du renseignement, et où on sent bien que l'intelligence artificielle, par exemple, va nous aider à identifier, à faire ressortir, à faire popper un certain nombre de choses qu'on ne verrait pas avec des armées de techniciens et d'analystes. Donc il y a un défi, et on sent bien que ces nouveaux métiers vont nous apporter une vraie plus. Mais on est en concurrence directe avec des entreprises qui ont aussi des forts besoins. Vous ne pouvez pas vous aligner sur les salaires. Alors c'est un vrai sujet. Mais je dirais que les gens ne viennent pas chez nous uniquement pour le salaire. Sinon, je pense qu'on n'arriverait pas à écouter comme on le fait aujourd'hui. Et on en revient à ce qui a été évoqué tout à l'heure sur la RSE. Alors nous, c'est les valeurs, le sens commun, le sens de la mission, etc. Donc il faut surtout que nous, on n'abandonne pas cette chose-là. C'est-à-dire qu'il faut que, pour ceux qui sont venus chez nous, ils soient informaticiens, mécaniciens aéronautiques, etc., mais militaires. C'est-à-dire que s'ils sont capables de faire la même chose chez Airbus ou chez Soprasteria, et qu'ils ne voient pas la différence des deux, ils iront plutôt chez vous, ou bien chez Airbus, plutôt que rester chez nous. Donc il faut absolument qu'on cultive cet ADN qui nous est propre et qu'on le rappelle. Ça a été dit à Redis ce matin dans la première table. La chance, c'est que vous n'avez pas travaillé votre identité, votre ADN. Ah si, ça se travaille toujours, oui, parce que c'est jamais gagné. Si vous voulez, aujourd'hui, 25% de nos effectifs sont dans un emploi interarmé. Donc j'ai des aviateurs qui comme des camarades marins, qui sont dans des entités interarmées. Donc ils ne sentent pas le kérosène tous les jours comme sur une base aérienne. Ils sont mélangés avec d'autres personnes. Ils ne sont pas vraiment dans le cœur de la troisième dimension, ils sont dans des métiers qui sont transverses. Mais on les a intégrés, recrutés, parce que l'offre d'appel, c'était la troisième dimension, c'était l'uniforme de l'armée d'air, etc. Donc ça s'entretient en fait. Et ça, c'est à travers le parcours professionnel qu'on les accroche sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire, voilà, vous êtes SIC, système d'information et de communication, vous avez passé toute votre vie à la direction des réseaux, qui est une entité interarmée. Il faut que de temps en temps, on leur donne ce rêve, on a parlé du rêve tout à l'heure, parce que se rentrer dans l'armée de l'air, ils ne rêvaient pas d'être dans l'interarmée, ils rêvaient d'entrer dans l'armée de l'air.
Et je dénigre pas l'interarmée en disant ça. Mais simplement que de temps en temps, il faut les retremper sur une base d'arrêt. Il faut les remettre dans un contexte, ce qui les a fait vibrer en entrant chez nous. Et ça, c'est le feu sacré qu'il faut qu'on entretienne. Donc ça, c'est des logiques de parcours professionnel, et c'est un peu le deuxième volet que je voulais aborder rapidement avec vous. C'est que finalement, notre enjeu d'attractivité et de fidélisation se joue sur des tas et des tas d'aspects qui sont liés à donc le parcours professionnel, c'est-à-dire raconter l'histoire qui va leur arriver. Parce que on les projette sur une carrière, en fait. Alors même si certains, et notamment dans la jeune génération, si on leur dit tu verras dans 20 ans, voilà ce que tu deviendras, ils disent d'abord qu'est-ce que vous ferez déjà dans 3 ans la prochaine mutation. Bon, donc le chemin est long, mais il faut qu'on soit capable de raconter cette histoire. Et raconter une histoire qui va leur dire, ben voilà, on vous prend comme ça, on vous amène à chef d'équipe, et là vous aurez tel type de responsabilité dans tel environnement. Et puis là, vous passerez cadre de maîtrise, donc vous allez évoluer dans vos compétences de telle manière. Et ça va, si vous parlez de vous reconvertir, ça va rendre votre CV sexy. Voilà. Donc il faut passer du collectif, comme on le disait tout à l'heure, à l'individuel. Donc il faut être capable aussi d'avoir une chaîne RH qui soit capable, en fait, d'avoir une individualisation du dialogue avec l'aviateur. Et ça, c'est un vrai défi pour nous, parce que à l'échelle des officiers, je vais vous donner un chiffre simple. On a à peu près 6500 officiers. Et on a un gestionnaire on a 8 gestionnaires d'officiers, c'est-à-dire des gens qui vont vraiment être au cœur des jalons professionnels de carrière, la mutation, l'accès au grade supérieur, etc. Un gestionnaire gère 900 personnes, 900 officiers. C'est réalisable, parce que chaque année, il n'arrive pas quelque chose de nouveau chaque année. Donc, on mute des officiers tous les 2-3 ans. Quand vous passez à l'échelle des sous-officiers ou des militaires d'or, là vous passez à l'échelle des 24 000 plus 10 000 militaires d'or. On ne peut pas se permettre d'avoir une personne pour 2 000 ou 3 000 personnes. C'est humainement, c'est trop difficile. Donc il vous faut des processus de gestion collective. Mais maintenant, aujourd'hui, ça ne suffit pas pour les sous-officiers. Et ils ont besoin, effectivement, de ce contact individuel, de se sentir une personne, une personnalité, et puis une compétence. Et donc, effectivement, les systèmes d'information sont au cœur de l'échange, parce que c'est ça qui va nous permettre de démultiplier. C'est-à-dire d'à la fois de garder une vision centrale, et puis un outil, donc d'outiller les processus RH, pour avoir cette capacité à interagir avec eux de manière très active sur les processus de mobilité, par exemple, qui est très très structurant ou déstructurant pour la famille, d'ailleurs, potentiellement. Donc là, il faut vraiment établir des outils qui nous permettent de dialoguer beaucoup plus. On parle d'expérience collaborateur aujourd'hui. Oui. Avec la symétrie des attentions dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire on s'adresse aux salariés, aux militaires, comme on pourrait s'adresser à des clients externes en fait. Hein. Être proche, en proximité, c'est vrai qu'il y a des outils. Alors, à ce sujet-là, d'ailleurs, la réflexion que je me faisais tout à l'heure, c'est que l'informatisation provoque un effet, ce que j'appelle de désintermédiation. C'est-à-dire que vous établissez des liens directs entre le central de la DRH et la personne dans son atelier, dans son escadron. Et si vous n'y prenez pas garde, vous chantez les champs de commandement local. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux, oui, parce que si vous faites divorcer le gestionnaire du chef, je veux dire, l'aviateur tout en bas, lui, il s'identifie à son chef parce que c'est le porteur de la mission, c'est celui qui va le valoriser, c'est celui qui va le porter vers l'avancement, c'est celui qui va faire des avis qui vont faire sa carrière aussi. Donc si moi, par mon outil RH super performant qui a super systématisé les process, etc., j'enquille mon processus en disant voilà ce qui va se passer pour vous, etc., j'ai pas associé, ou alors que mon avis de gestionnaire est différent de celui de l'avis de commandement, parce que moi j'ai une vision globale et le chef a une vision locale, et donc forcément quand on est en difficulté sur les effectifs, j'ai souvent raison, parce que je porte le long terme. Voilà. Et que le chef il n'a pas tort, et j'ai raison, il n'a pas tort. Voilà.
Mais parce que lui, il a des objectifs de performance immédiats. Et voilà. Donc moi, je suis porteur de la performance collective dans le groupe. Merci. On va continuer avec donc le capitaine Stanislas de Chargère. Alors, au sein de la marine, est-ce que vous avez la même approche? Quelles sont vos astuces pour attirer les ressources dont vous avez besoin? Merci de nous avoir invités. Bonjour à tous. La marine, très synthétiquement, c'est à peu près 40 000 personnes, dont 2000 civils, 80 métiers. Aujourd'hui, on recrute 4300 personnes par an. Donc, on est à plus de 10% de recrutement, ce qui est considérable. Notre vraie difficulté, c'est la fidélisation, puisque aujourd'hui, on compense le départ des marins par du recrutement. On atteint une limite, on atteint une forme de plafond de verre en termes de recrutement, et donc on a un vrai besoin d'attirer ces talents. C'est un enjeu fondamental pour nous. On a à peu près 80 métiers, et notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre population reste jeune. Le vrai défi qui se pose à nous, ou la vraie difficulté, c'est qu'on a besoin d'un recrutement qui finalement académiquement est assez faible, puisque quand vous voyez le volume de recrutement dont on a besoin, on est capable d'aller recruter des compétences de haut niveau BTS à peu près, voire école d'ingénieur pour les officiers, mais là je parle plus pour les officiers mariniers, les sous-officiers, de niveau BTS. Et pour pouvoir remplir notre besoin de recrutement, on est obligé d'aller chercher des gens qui sortent juste de troisième, qui ont des niveaux de troisième. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte d'amener ces 2 ou 3 ou 4 catégories différentes de personnel au même niveau de compétence. Vous savez que les armées permettent aux gens d'avoir droit à une retraite assez rapidement, puisque les gens peuvent prétendre une retraite à partir de 17 ans d'ancienneté. Alors évidemment, la retraite, elle va être très faible. Derrière, il va être obligé de travailler, parce qu'on ne vit pas avec une retraite de 17 ans d'ancienneté. Ça veut dire que pour pouvoir atteindre nos compétences de haut niveau, on a 17 ans. Comme l'a dit le général Besançon, on ne rentre pas dans les strates intermédiaires, ou en tout cas, de manière générale, à part des cas très exceptionnels, on ne rentre pas dans les strates intermédiaires pour générer nos compétences de haut niveau. Donc on commence par la base, et ensuite on progresse et on atteint, par l'expérience, par le parcours professionnel, on atteint ces niveaux de compétences. Donc ça, c'est un défi pour nous d'arriver à faire en sorte qu'en 17 ans, les gens réussissent à atteindre ce niveau d'expertise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plusieurs axes pour pouvoir essayer de recruter, d'attirer les gens chez nous. Il y a le premier élément, c'est de faire du pré-recrutement. On essaye d'harponner, si je peux utiliser ce terme qui n'est pas très joli, les jeunes le plus tôt possible, à travers différents dispositifs. Alors on a les préparations militaires marines qui s'adressent à des jeunes qui ont moins de 16 ans et à qui on va proposer de venir plusieurs fois dans l'année revêtir un uniforme, à qui on va faire découvrir ce qu'est la marine, on va les emmener visiter des bateaux, etc. Et on espère qu'à travers ça, on va susciter chez eux une fibre, un intérêt que derrière il va falloir entretenir. On a mis en place ce qu'on appelle le BIMER, le brevet d'initiation à la mer. C'est exactement la même chose que le brevet d'initiation aéronautique qui a été mis en place pour la partie aérienne. L'idée là encore, c'est d'essayer de faire en sorte que ces jeunes découvrent le monde de la mer, pas uniquement la marine, mais le monde de la mer, et à travers cette découverte du monde de la mer, qu'ils soient intéressés par ce qu'on va leur proposer. On a évidemment les classes de défense, qui ne sont pas spécifiques à la marine, les 3 armées participent aux classes de défense. On essaye de binômer les classes de défense avec des unités opérationnelles, créant des occasions de rencontre qui vont faire que là encore, on va semer une petite graine, on espère qu'elle va pousser. Et puis on a mis en place des dispositifs qui s'adressent à des gens un petit peu plus âgés, qui vont rentrer dans la marine dès 16 ans, à travers l'école des mousses. L'école des mousses a été créée à l'origine pour s'adresser à des jeunes qui sont un peu en rupture avec le monde scolaire, pour leur proposer une formation, et derrière, pour ceux que ça intéresse, de pouvoir rentrer dans la marine. Donc on recrute à travers ce dispositif environ 200 jeunes par an, qui ont entre 17 et 18 ans et qui vont se destiner à la marine. On leur propose d'être formés dès l'âge de 16 ans. Donc là encore, on essaye de les attirer relativement jeunes. Et puis, on met en place tout un dispositif de formation professionnelle en partenariat, que ce soit au niveau des bacs professionnels ou au niveau des BTS, pour lesquels on va proposer
à ces jeunes qui sont encore dans le système scolaire normal, on va leur proposer de venir faire leur stage de formation dans la marine. Et là aussi, l'objectif est de semer la petite graine pour que derrière, ils soient intéressés. Le deuxième vecteur, c'est dans la phase de recrutement. Notre objectif, c'est non pas de recruter des gens sur un niveau scolaire, parce que comme je vous l'ai dit, on ne cherche pas tellement une compétence, puisque la compétence, on va leur apporter au travers de la formation. On cherche plutôt à recruter des gens qui vont avoir un savoir-être et qui vont avoir une capacité d'adaptation pour pouvoir suivre les formations qu'on va leur proposer. Cet élément-là, il est fondamental. Donc ce n'est pas des bagages économiques qu'on cherche à recruter, mais ce sont des profils. Et après, ces profils, on va les orienter en fonction des aptitudes moyennant des formations. Comment est-ce qu'on cherche à identifier ces aptitudes? C'est lors de la phase de recrutement, en fait, on va leur faire passer des tests psychotechniques, on va les mettre dans les mains des psychologues, et ces psychologues vont essayer d'avoir une approche la plus holistique possible sur les capacités que présentent ces jeunes et quels sont les métiers dans lesquels ils s'épanouiraient le plus. Et à côté de ça, on a aussi mis en place, puisque d'abord les gens peuvent changer d'avis, changer d'aspiration en cours de carrière, et puis ensuite parfois on se rend compte que l'orientation qu'on leur a proposée n'est pas la bonne. On a essayé de mettre en place des possibilités de pouvoir leur faire changer radicalement de métier en cours de carrière, et ça on leur explique le plus tôt possible, dès lors qu'ils rentrent dans le système de recrutement. En fait, pour recruter, en tenant compte des soft skills, on en parle beaucoup à l'heure actuelle, c'est une qualité comportementale, et ça, depuis toujours, vous le faites, parce que... Alors, oui, maintenant, je ne vais pas vous mentir, on a encore de gros progrès à faire dans ce domaine-là. On a encore beaucoup de groupes de travail qui évoluent pour essayer de faire avancer, de faire progresser notre dispositif en matière. Puis, le dernier point que je voulais aborder, c'est notre manière de recruter. On a deux manières de recruter. La manière, en toutes les armées de recruter, qui se fait à travers des centres interarmés de recrutement des forces armées, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Donc les jeunes poussent la porte d'un CIRFA et vont s'adresser à l'une des trois armées pour voir quels sont les métiers qu'on propose et puis quel est le dispositif pour être recruté. Ça, c'est, je dirais, la manière classique qui est très axée sur le côté humain, mais qui finalement répond pas complètement aux aspirations des jeunes actuels qui sont très tournés vers les réseaux sociaux, etc. Et donc on s'est adressé à une entreprise qui s'appelle My Job Classes, qui passe par le numérique. Le gros avantage de ce dispositif, c'est que c'est un système qui allie le numérique et l'humain, puisque c'est une plateforme en fait, où les jeunes vont pouvoir venir, il n'y a pas que la marine sur cette plateforme, mais ils vont pouvoir venir, en se connectant sur cette plateforme, ils vont pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle des ambassadeurs, donc des marins qui ont un âge proche du leur et qui vont être capables de leur expliquer quel est le métier. Et ça, c'est un élément qui est fondamental, c'est les jeunes sont prêts à s'engager, mais comme on l'a dit à plusieurs reprises, ils sont prêts à s'engager à partir du moment où ils savent à peu près où ils vont. Ça ne veut pas dire qu'ils ne changeront pas d'avis au fur et à mesure, d'où l'intérêt de pouvoir leur faire changer de métier. Mais en tout cas, qu'ils sachent qu'on leur décrive de la manière la plus précise possible les métiers, les parcours professionnels, les perspectives qu'on va leur offrir. Ça se fait au travers des ambassadeurs, et donc ça nécessite un investissement fort de la part de la marine, puisque aujourd'hui on a à peu près 400 ambassadeurs. Mais ces ambassadeurs, pour aller les chercher, il faut leur donner une certaine liberté. On ne va pas pouvoir aller prendre des gens, leur dire toi tu vas être ambassadeur, et je veux que tu dises ça. Je veux que tu dises ça. Donc il faut qu'on ait confiance aussi dans nos ambassadeurs, et tout l'enjeu, c'est de convaincre nos chefs qu'il y a une forme de subsidiarité qu'il faut réussir à mettre en place, c'est-à-dire que le quartier maître qui va se porter volontaire pour être ambassadeur, pour décrire son métier de manœuvrier sur un bateau, et ben on va lui laisser la possibilité de décrire les aspects positifs, mais bien évidemment aussi les aspects beaucoup moins positifs de son métier. L'avantage qu'on y voit, c'est que derrière, ceux qui rentrent chez nous ont une bien meilleure vision des contingences de nos métiers et
auront tendance à être plus fidélisables, si je peux. C'est une communication basée sur la transparence et l'authenticité de nos jours et qui est relayée par les salariés qui croient parce qu'il y a un alignement entre le discours et ce qui se passe. Pendant des années, cette marque employeur a été galvaudée parce qu'on donnait 3 mots pour donner des valeurs de l'entreprise, mais était complètement hors sol par rapport à ce qui se passait réellement. Et maintenant, il faut jouer la carte de la transparence. C'est ça qui permet d'attirer. En fait, l'avantage aussi, pardon, je finis juste sur ce point, c'est qu'on a des jeunes qui s'adressent à des jeunes. Dans les IRTA, on a des gens qui ont entre 35 et 40 ans. 35-40 ans, on est vu comme un vieux, pas par ceux qui ont 50, mais par les jeunes, on est vu comme un vieux. Quand un jeune s'adresse à un jeune, le message semble beaucoup plus authentique, même si c'est le même. Plus clair. Merci beaucoup. Donc, merci. Je vais demander maintenant à Antoine Duflio comment lui, il vit donc c'est CEO de Festival Loire, comment vit-il cette guerre des talents et est-ce que ses salariés sont prêts à être les ambassadeurs de votre marque? Peut-être un mot sur Festival Loire. Pour commencer, Festival Loire est un des gros employeurs de la région. Festival Loire, c'est 6 000 salariés, 2 000 en France, 400 dans le département. On est une société industrielle. Les produits qu'on fait, vous les rencontrez tous les jours. C'est des pièces dans le cockpit de la voiture, sur l'habitacle, sur le poignet, etc. Des pièces de l'extérieur. Ça peut être aussi des pièces hors automobile, comme par exemple la boîte des enceintes de vieille. C'est ce genre de truc. C'est du plastique sur lequel on met de la valeur ajoutée avec de la peinture, de la décoration, de l'assemblage, etc. C'est 30 sites dans le monde, dans 15 pays différents, donc un groupe très international et une société familiale. Il n'y en a pas assez en France, donc ça mérite d'être mentionné. Et la particularité d'une société familiale, c'est qu'elle est plus orientée long terme qu'une société cotée qui publie ses résultats tous les 15 jours, même si elle est aussi cotée, mais contrôlée par une famille. Et c'est aussi des décisions rapides. Donc c'est une société dans laquelle les métiers sont assez variés. Et comme je le disais, on est donc dans l'automobile pour 80% de nos ventes, mais hors automobile. L'automobile est donc un élément important de notre culture. Et c'est un métier qui est très concurrentiel, qui est très exigeant, et qui est aussi très, très formateur. Alors, sur le plan de la situation RH, et pour se concentrer sur le thème, on a clairement vu la tension sur le recrutement et sur le départ de l'entreprise augmenter depuis 2-3 ans. Un exemple, sur l'intérieur, sur les 400 salariés que l'on a ici, et je dirais même uniquement sur la population ingénieur, cadre, technicien, on a eu sur les 18 derniers mois 3 départs pour des projets personnels qui n'ont rien à voir avec notre métier, dans le loisir, le tourisme, aussi loin que Papette, l'Australie, un peu plus près, Lisa. Donc des gens qui ont complètement changé de métier, et c'est sans doute une des conséquences du Covid et des réflexions que ça a pu apporter. Et dans le même temps que l'on voyait cette attrition augmenter, on a vu une difficulté plus grande à recruter des candidats pas plus mobiles. Contrairement à ce qu'ils disaient au moment du Covid, c'est toujours difficile de sortir des candidats de la région parisienne pour les attirer dans Touraine. Et plus exigeant sur l'équilibre des personnels. Donc dans ce contexte, quel levier utilise-t-on? Je classerais ça en 2 catégories et en 2 catégories. D'abord des leviers vers l'extérieur pour recruter, et puis des leviers vers l'interne de l'entreprise pour garder nos salariés, parce que c'est quand même la meilleure façon de sécuriser le savoir-faire et de limiter le besoin de recrutement. Alors, si je prends le premier volet externe, donc plutôt recruter, un point important, c'est la marque employeur. C'est quelque chose sans doute d'assez naturel pour les armées. C'est quelque chose qu'il faut qu'on construise, et pourtant vous prenez beaucoup de temps à la développer. Pour nous, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on travaille, qu'on construise. Et LinkedIn est un outil, je dirais maintenant, de base, que l'on cherche à utiliser au maximum pour se faire connaître, pour aller chercher les candidats, vendre les postes, etc.
C'est aussi les relations avec les écoles que l'on essaie de développer, avec les écoles, et ça dans tous les pays où on est implanté, pour là aussi aller chercher des candidats le plus tôt possible dans leur parcours, parce que c'est aussi le gage de savoir-faire à développer et de fidélité à l'entreprise. Et puis c'est aussi la présence dans un certain nombre de salons pour aller vendre, et chercher les candidats et présenter l'entreprise. Le deuxième point, c'est, une fois qu'on a en parallèle du développement de la marque employeur, c'est de recruter. Et là, il faut vraiment ouvrir, avec la tension qu'on vit, il faut vraiment ouvrir tous les champs possibles en matière de recrutement. On a mis depuis 2 ans en place une prime de cooptation qui récompense le salarié qui crée le contact et qui va permettre de recruter un candidat. Et c'est bien à la fois parce que ça nous a vraiment ouvert et ça a apporté des candidats qu'on n'appelle pas légitimement. Puis c'est aussi une façon de renforcer la loyauté vis-à-vis de l'entreprise, l'attachement vis-à-vis de l'entreprise. Quand vous avez fait venir quelqu'un de votre famille, quelqu'un de vos amis, etc., vous êtes encore plus attaché à l'entreprise et ça c'est très bon. C'est aussi la formation qu'on fait vers le management sur la qualité du management, la performance des managers, ou sur la diversité, pour travailler sur les billets liés à la diversité, en particulier à la diversité hommes-femmes, qui est un sujet chez nous. C'est un sujet qui remonte c'est un sujet de la part de vos salariés. C'est vraiment préoccupant parce qu'on parle beaucoup d'inclusivité, de diversité, de parité. On a l'impression que... On a 2 sujets de diversité. Le plus aigu, c'est la diversité culturelle, internationale. Il faut la mobilité internationale interne dans le groupe est importante pour faire connaître les gens et que les gens découvrent et apprennent les cultures qui constituent le groupe. Et la diversité des gens, hommes-femmes, on est encore une société industrielle. Et à part les métiers à part dans les fonctions support, on est peut-être souvent plus de femmes que d'hommes d'ailleurs, dans les métiers un peu au cœur de l'industrie, on a plus de femmes. Et c'est important pour la richesse des échanges. On travaille aussi, là aussi dans l'esprit de dans l'idée d'aller chercher les candidats le plus tôt possible. On développe l'apprentissage, et c'est vraiment un lien important d'aller chercher dès leur formation et de les intégrer à l'entreprise, parce que c'est souvent une voie de recrutement, ou les VIE, volontaires internationaux d'entreprise, parce que là aussi, c'est un bon levier pour augmenter la diversité culturelle, la diversité sociale. Ça, c'était les 2 volets externes, ce qu'on fait pour aller chercher des candidats et améliorer faciliter le recrutement. Le deuxième volet essentiel, c'est de garder le salarié. Donc ça, premier point, donner du sens. Donner du sens pour que nos managers, mais nos techniciens, nos opérateurs, comprennent la situation de l'entreprise, connaissent la situation de l'entreprise, connaissent la stratégie de l'entreprise, la direction dans laquelle on va, qui s'y adhère, et comprennent les enjeux du court terme, de l'année, du mois qui suit. Et donc, on met en place, déjà là il y a beaucoup d'outils, je ne vais pas les lister ici, c'est pas vraiment intéressant, mais clairement la communication interne est au cœur de ça. Et communiquer, c'est répéter 8 fois les mêmes mots que certains communicateurs disent, et c'est vraiment important d'avoir une communication interne extrêmement active, extrêmement forte, en utilisant, je dirais, à tous les niveaux de l'entreprise, en utilisant différents moyens. Le digital en est un, mais le face-to-face, le présentiel est aussi essentiel pour créer ce contact et que l'ensemble de l'entreprise adhère à la direction. C'est aussi le développement des talents, et le développement des carrières. Donc on travaille sur les parcours de carrière, on travaille sur la mobilité interne, sur les bourses de l'emploi, et sur ce qu'on appelle des people reviews. C'est des revues, c'est un process annuel, d'identification, pas uniquement de la performance, mais aussi du potentiel. Et des évolutions de carrière possibles.
pour le candidat, des plans de succession aussi, en cas de départ pour une raison ou une autre. Et ça aussi, c'est un élément important pour que les salariés voient qu'ils ont différents chemins possibles dans leur carrière, dans l'entreprise. C'est un élément important pour augmenter aussi la loyauté et réduire le turnover. Et le dernier point que je voudrais développer, c'est la qualité du travail. Quelque chose qui est de plus en plus important dans la satisfaction des salariés et dans leur fait qu'ils restent dans l'entreprise. Et là aussi, je ne vais sûrement pas faire une liste des outils, mais c'est plusieurs points. Le télétravail, qui n'était vraiment pas dans la culture du groupe, qui a été un peu clairement développé au moment en mars 2020, mais vraiment en mode un peu réactif. Et je dirais que progressivement, c'est établi comme une des pratiques nécessaires et souhaitables, à la fois pour garder le candidat et aussi pour le côté. Ça devient quelque chose de tout à fait concurrentiel. C'est aussi la nécessité de s'adapter à des situations spéciales, être capable de faire des exceptions en fonction des situations. Un collaborateur ou un candidat qui habite loin ou qui est dans une situation familiale qui nécessite d'être adapté, effectivement, il faut, tout en gardant la discipline du collectif, parce qu'on est aussi dans une entreprise qui est industrielle, qui n'est pas non plus délivrée, être capable de s'adapter à une situation spéciale. Je dirais en conclusion, peut-être deux points importants. Le premier, c'est l'agilité dans tout ça. Être capable de déformer le cadre sans casser l'esprit collectif. Encore une fois, parce que c'est nécessaire à la performance de l'industrie. Et donc, cette agilité dans les solutions qu'on trouve, elle est essentielle et elle est particulièrement importante dans une équipe familiale comme Festival. Le deuxième point, c'est l'importance du management de proximité, à la fois pour bien comprendre ce qui se passe, sentir le kérosène, comme disait le général, et donc comprendre les attentes dans les sites, dans les différents pays, dans les différentes fonctions, et aussi déployer les actions qui seront décidées, communiquer localement. Et donc le management local, la performance des équipes, les ressources humaines locales est essentielle pour les deux sens de cette communication. Il y a une révolution managériale. Est-ce qu'il y a eu des formations spécifiques? Parce qu'on voit qu'avant les managers, c'était des personnes, des contrôlants. Et là, on part sur une posture de coach, d'accompagnateur. Est-ce que vous avez mis en place des formations spécifiques? Est-ce que vous avez revisité les méthodes managériales? C'est un vrai sujet sur lequel on travaille pour définir notre culture du management, ce qu'on attend d'un manager, quels sont ses rôles, quelles sont ses responsabilités, quels sont les outils qu'il peut utiliser. Et donc effectivement, la formation, c'est un des axes de notre plan de formation, d'aider les managers à évoluer dans l'environnement. Merci. Alors je vais demander à Igor Bimbo, donc CEO de Vitrivins, vous avez une TPE, une start-up, voilà. Et donc pour recruter, c'est la croix à la bannière. Oui, pour introduire le propos juste au niveau de mon background, donc moi j'ai travaillé d'abord pour un grand groupe, puis ensuite j'ai dirigé une PME, puis maintenant j'ai créé une start-up. Et donc d'un point de vue RH, je dirais sur les trois types d'entreprises, le point de focalisation, on va dire le barrissant, est un peu différent. Dans un grand groupe, on va d'abord faire de la gestion. Dans une PME que j'avais dirigée à Orléans, là on est plus dans un point d'organisation, puis la start-up, c'est la création. Donc, en fait, on n'a pas, c'est pas les mêmes problématiques. Alors si je parle des deux derniers, notamment dans le cas d'une PME, d'une trentaine d'entreprises, d'une trentaine de salariés, quand je l'ai dirigé, les problèmes que j'ai rencontrés sont principalement dans une entreprise qui est en pleine croissance
mais du coup il fallait gérer cette croissance. Et je suis arrivé dans cette entreprise, les collaborateurs étaient pour beaucoup un peu perdus du fait de cette croissance un peu folle. Et il a fallu redonner donc, un peu une vision. Et je me suis vite rendu compte là il fallait vraiment donner de la profondeur. C'est-à-dire de montrer où est-ce qu'on voulait aller et ce qui pouvait expliquer ce que vous disiez, pourquoi on voulait mettre en place telle organisation. Et donc là, malheureusement, quand on fait ça, on a cette fameuse courbe en J, où il y a un peu de souffrance, c'est-à-dire que quand on doit réorganiser comme ça, ce que moi j'ai vécu, c'est que on doit restructurer l'entreprise, même si on est en croissance, donc il y a des gens qui partent, qui viennent, donc il y a une phase de creux, pour après repartir. Donc ça, c'est ce que j'ai connu dans la PME. Et puis là, dans la Vitruvienne, que j'ai créé il y a 2 ans maintenant, donc là, la problématique, c'est vraiment une problématique de trouver des compétences. Genre une start-up, c'est vachement. Donc on a des problématiques, la problématique de trésorerie. Donc embaucher quelqu'un, ça coûte. Embaucher un collaborateur, c'est très important. Il ne faut pas se tromper. Et donc moi j'ai la chance, j'avais des contacts sur des startups en Californie. Et quand je vais démarrer, l'idée était de me dire je vais créer cette start-up-là et je vais miser sur le savoir-faire plutôt que le savoir-être. Alors pourquoi le savoir-faire? Pour aller vite et pour pouvoir avoir des gens autonomes qui puissent apporter rapidement, arriver à un niveau donc de compétences au niveau de l'entreprise et donc sortir un peu rapidement la tête de l'eau. Le problème que j'ai rencontré sur trouver des gens de savoir-faire, donc des gens qui ont 2-3 ans d'expérience, dans notre domaine, nous n'avons que des ingénieurs ou des docteurs ingénieurs. Je suis dans le domaine de l'énergie, des batteries, dans le domaine là. C'est que vous tapez une classe sociale où le confort commence à être important. Et donc, partir dans une start-up, ça représente un risque. Qui ne reflètent pas forcément ce dont à quoi ils aspirent. Donc il est difficile d'intégrer des compétences avec un peu d'expérience, sachant qu'il y a cet aspect de confort, d'équilibre aussi, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, qui est important. Et donc, du coup, on va prendre plutôt des jeunes diplômés. Mais là, il faut plutôt le savoir-être, c'est-à-dire des gens qui puissent, alors je vais peut-être emposer un terme un peu péjoratif, mais une bonne pierre brute qu'on puisse adapter à nos besoins. Et donc, il faut que ce soit des personnes qui soient prêtes à travailler dans différents domaines, qui soient flexibles, agiles. Donc là, c'est le savoir-être qui est important. Comment? La balance entre savoir-faire et savoir-être. C'est l'équilibre à trouver. Et donc j'ai eu les deux. J'ai eu les deux, des gens dans le savoir-faire, avec cette problématique de confort, cette problématique de sécurité. On n'en fait pas forcément, on n'a pas de CE, on n'a pas de. Voilà. Et puis après, donc plus des jeunes qui ont envie d'aventure, envie de savoir, mais pour qui, par contre, pour cette première expérience, ce que je me suis rendu compte, c'est que le sens de l'entreprise est fondamental. Alors moi j'ai cette chance avec Vitruvienne, on est vraiment dans le sens, puisque on est dans le domaine des énergies, on travaille dans tout ce qui est autour des batteries, donc c'est un sujet très à la mode. Et puis en plus dans le domaine de la bioélectronique, donc de la santé. Donc, on a les deux piliers qui fait que le sens est important. Et ce qui fait que malgré tout, j'ai pu attirer des compétences parce que par rapport à d'autres offres qu'ils avaient à des salaires plus élevés d'ailleurs, la proposition que je leur faisais en termes de sens était très valorisante pour eux. Alors ce sujet au niveau salaire, alors ça c'est par rapport à moi ce que j'ai vécu, donc j'étais beaucoup plus jeune, le salaire n'est pas le moteur. Ah non. Alors franchement, franchement, le salaire n'est pas le sujet. Moi, j'ai pas ce problème.
J'ai même eu un cas, quelqu'un, par rapport à son expérience, que j'ai embauché avec moi, il voulait avoir un certain niveau de salaire, ça ne correspondait pas à ce que je vends aujourd'hui. Et j'ai augmenté. Non, franchement, le salaire n'est pas. Enfin, ce que j'ai vécu n'est pas le sujet. Par contre, le sens au travail, l'environnement, c'est-à-dire l'environnement purement d'entreprise. Et notamment, j'ai eu un départ. Alors, peut-être je vais être à ton contre-courant, mais j'ai eu. Bon, on n'est pas beaucoup, on est 4 aujourd'hui. J'ai eu un départ et le collaborateur il est parti parce qu'il s'est senti seul. Alors seul, parce que moi je n'étais pas là, mais seul physiquement. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas beaucoup, on est en télétravail. Moi je suis en déplacement des fois il était seul. Et ça en a tel point qu'aujourd'hui j'ai des jeunes collaborateurs qui ont embauché m'ont demandé à ne pas faire le télétravail. Pour aller dans un espace de coworking, des tiers-lieux. Alors je pense c'est à la mode. Et je pense que c'est de ce genre d'environnement tout à fait adapté. En fait, c'est les modes organisationnels qu'il faut revoir. Ouais. Il faut s'adapter, il faut s'ouvrir à tout, utiliser les ressources. Voilà, les jeunes, ils me disent, moi je ne veux pas faire le télétravail. Bon, ok, pas de problème. De toute façon, quand on fait beaucoup de labos, le télétravail n'est pas trop un sujet. Et par votre expérience aux États-Unis, vous dites qu'il faut penser aux seniors, parce que c'est un vivier de compétences dont on parle. Voilà. Ça revient à la mode, mais. Alors ça, c'est un sujet important. C'est que quand vous regardez la configuration des startups en Californie, et ben c'est pas des jeunes. Vous regardez bien, enfin moi celle que je connais, c'est des seniors, mais des seniors. Entre 50 et voire plus. Et en fait, moi j'ai discuté avec quelques dirigeants de CEO de start-up aux États-Unis. Ce qu'ils me disent, alors c'est complètement différent de nous en France, c'est qu'eux ils se disent moi voilà, je veux aller là, je veux y aller vite, donc je prends les compétences, je les trouve, je les paye, ça me coûte un bras. Alors ils arrivent à lever des fonds plus facilement, et ils se payent des seniors. Et alors moi j'ai eu cette réflexion-là pendant un moment. Je me suis dit, tiens, je vais chercher des seniors. Je vais chercher un senior. Et notamment, comme je suis dans le domaine de l'électronique analogique, dans le domaine de l'électronique, il y a deux mondes, il y a le digital et l'analogique. Moi, il se trouve que c'est plus la conversion de puissance, donc c'est l'analogie. On va dire c'est un peu old school. Et donc j'ai essayé de trouver des seniors. Et je ne savais pas vers qui me tourner pour aller chercher des seniors. Et je me suis même dit, je vais pointer des gens, j'ai même pensé pendant un moment à aller chercher des gens en retraite. Parce que j'ai besoin de compétences, si vous voulez, des compétences sur des fondamentaux. Pour ceux qui disent pas, moi j'ai besoin de compétences sur des gens qui maîtrisent des Maxwell, par exemple. Donc les bases, le cœur. Et je pense d'ailleurs, un petit aparté, quand on parle d'électrification de la société, il va falloir retrouver ces compétences. Voilà. Les entreprises se sont défaites de beaucoup de compétences. Maintenant, elles y reviennent un petit peu, parce qu'il n'y a pas eu de transmission. Parce que la transmission du savoir et des connaissances, elle s'organise aussi. Tout ce qui est conversion de puissance, conversion d'énergie, il va falloir retrouver ces compétences. Et donc je me suis dit, je vais essayer de trouver des seniors. Et j'ai pas su vers qui me tourner. Alors j'en ai parlé à la PEC. J'avais pas de solution. Et alors ça commence au sujet des retraites. Et justement, on a besoin, je pense que les seniors, il y a un besoin de trouver des seniors pour cette transmission de compétences. C'est hyper important. Et on en a besoin, surtout par rapport au métier d'aujourd'hui dont on a besoin. On parle de transition écologique, donc d'électrification. On a besoin de trouver des compétences qui ont été perdues. Des bases, des fondamentaux. Et des gens qui sont prêts à l'expérimentation. Moi, les jeunes que j'embauche, ils font beaucoup de modélisation. À un moment, je leur dis, il faut mettre les mains dans la graisse. Donc, et là, les trois, ils sont tous au labo, ils sont les mains dans la graisse. Les mains dans la graisse au sens électronique du terme. Mais à un moment, les choses, ce que je leur explique, doivent se sentir. C'est pas à travers un ordinateur. On est sur la paillasse, on sent les choses. On regarde les signaux au scope, on les sent.
ça c'est important. Et donc c'est pour ça que dans l'esprit du savoir-être, c'est aussi des gens qui sont prêts à aller vers l'expérimentation. Et donc voilà, en fait c'est un peu l'expérience que j'en ai eue aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai réussi à refaire l'équipe. Mais je suis plus sur des gens en savoir-être, des jeunes, avec qui on doit passer beaucoup de temps. Et puis avec le risque, et les jeux le cas, où on passe beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Puis ils partent. Et quand ils sont formés, moi j'en ai eu un, que j'ai pris même avant qu'il ait son diplôme, j'ai passé un temps de dingue à le former techniquement, à le former sur la communication, comment présenter, comment s'exprimer. Et le mec, personne, il fallait être formé. Et ça, c'est toute la problématique pour une start-up aujourd'hui, c'est que on n'a pas le confort, on n'a pas le CE, on n'a pas tout ça offert, Pourtant, les grands groupes ont besoin de vous. Il y a peut-être quelque chose à faire là, en partenariat, parce que sinon c'est toute l'innovation qui dégrade. Je viens d'un grand groupe et j'étais de l'autre côté, je regardais, en plus j'étais dans le grand groupe dans lequel j'étais beaucoup orienté innovation, et donc je regardais les startups, donc je sais très bien comment ça se passe. Et donc c'est toute la problématique que peut connaître une start-up aujourd'hui. C'est que on est un peu la course au temps parce qu'on est en phase d'incubation, donc la trésor c'est important. Savoir qu'un jeune ingénieur pour une start-up, vous embauchez quelqu'un, j'ai fait le coup hier, c'est 100 000 €. Un cadre, un jeune cadre, c'est 100 000 €, tout compris. Donc en grosso modo, si vous avez 4 personnes, si vous êtes à l'équilibre, c'est 400 000 € de chiffre d'affaires. En gros, c'est ça. Donc, nous, on est un peu dans une société de développement. Par la chance, moi, je suis pas dossier à un grand groupe d'Oriam, donc ça va. Mais voilà, il faut savoir les contraintes. Les réalités ne sont pas toujours connues. On sait. Voilà. Monsieur Kramer, alors, Eric Kramer, comment vous faites pour arrêter toutes ces entreprises? Vous êtes dans une démarche partenariale là maintenant pour vraiment fournir les bonnes compétences. Tout à fait. Alors on est sur des marques partenariales, effectivement. Je dirais que ça, c'est la solution. Avant d'arriver à la solution, je voudrais peut-être redonner un peu des éléments de contexte par rapport à la situation de tension des recrutements aujourd'hui sur notre territoire, en France et à l'international, parce qu'on n'est pas les seuls concernés. Et rappeler que déjà, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les tensions sur le marché du travail, c'est quelque chose qu'on a déjà connu, même si ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu des tensions aussi fortes sur nous. Juste pour mémoire, ça a été quand même théorisé par un économiste britannique qui s'appelait William Beveridge, et c'était juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on est sur une problématique qui est dans le rapport aujourd'hui entre la croissance économique, l'évolution à la baisse du taux de chômage, et donc ça a un impact direct sur le nombre de postes vacants dans les entreprises. Et donc du coup, ça c'est quelque chose qui est un cycle macroéconomique qu'on connaît et sur lequel effectivement aujourd'hui c'est comment on apporte des solutions concrètes par rapport à cette situation-là. Juste pour recontextualiser, puisqu'on est en train de prévoir aujourd'hui, tous les ans, depuis 23 ans, Pôle emploi fait une enquête sur les besoins de main-d'œuvre des entreprises. Donc cette année, il y a 27 000 projets de recrutement qui ont été communiqués. On en pose 3 questions aux entreprises. Est-ce que vous envisagez de communiquer en 2023 ? Sur quel métier vous envisagez de communiquer? Et donc du coup, 27 000 besoins identifiés. Et la troisième question, c'est quelles sont les difficultés que vous envisagez pour communiquer? Alors 27 000, c'est le volume le plus important de projets de recrutement qui a été communiqué depuis le début de la création de l'enquête des besoins de main-d'œuvre. Pour donner aujourd'hui le contexte dans lequel on est, et le taux de métiers sur lesquels il y a des difficultés de recrutement pressenties, c'est 70%. Et là aussi, c'est le taux le plus important. C'est-à-dire que plus de 2 recrutements sur 3 est pressenti comme difficile pour les entreprises. Et quel que soit le niveau de qualification. Parce qu'avant, on était souvent derrière difficultés de recrutement, tension. La tension, c'était souvent principalement centrée sur la qualification de la personne par rapport aux besoins de compétences de l'entreprise. Aujourd'hui, le spectre, il est beaucoup plus large. Et du coup, parce que les difficultés de recrutement sont arrivées quand même progressivement, même s'il y a eu un effet accélérateur très important de la pandémie, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on a vu venir quand même depuis à peu près les années, depuis 2015 à peu près,
qu'on a dû le lire progressivement, et donc du coup on s'est lancé dans un travail d'analyse sur quels sont les principaux facteurs de tension de recrutement. Et là-dessus, au niveau national, donc il y a une étude qui a été réalisée par la DARES et Pôle emploi. La DARES, c'est le service statistique du ministère du Travail, et donc qui a catégorisé justement 6 principaux critères de tension sur les recrutements pour les entreprises. C'est d'une part la non-adéquation géographique entre les ressources de main-d'œuvre et les besoins. C'est quelque chose d'assez évident. Et on voit bien que la mobilité de la main-d'œuvre, c'est quelque chose de plus en plus compliqué à mettre en œuvre. La relation entre l'emploi et la formation, c'est-à-dire qu'il y a des emplois sur lesquels le niveau de formation, c'est pas juste un niveau attendu par l'entreprise, c'est un prérequis. On ne va pas mettre quelqu'un dans un hôpital, une infirmière dans un hôpital qui n'a pas son diplôme d'infirmière. Et donc du coup, ça c'est un deuxième élément. Le troisième élément, c'est aussi ce qui est la non-durabilité des emplois. Il y a un certain nombre d'emplois qui sont sur des emplois sur du très très court terme. Aujourd'hui, quand on regarde les déclarations préalables d'embauche, il y a beaucoup de déclarations préalables d'embauche qui sont inférieures à 1 mois. Donc là, du coup, ça aussi, c'est un critère de tension sur le marché du travail. Le faible nombre de ressources de main-d'œuvre à l'échelle d'un territoire. Aujourd'hui, on le voit, on connaît en France, on a des territoires, notamment tout l'ouest de la France, sur lesquels on a des taux de chômage qui sont déjà inférieurs à l'objectif gouvernemental fixé à 5%. C'est le cas de plusieurs départements proches de chez nous, la Sarthe, la Mayenne notamment. Cinquième élément, c'est l'intensité d'embauche et le turnover, c'est-à-dire que plus il y a de turnover, c'est effectivement sur les métiers, plus on a de difficultés à apporter des réponses à ces tensions. Et le dernier élément, qui est celui qui a pris le plus d'ampleur, et vous en avez tous témoigné, c'est les conditions de travail dans l'entreprise. C'est ce critère-là, aujourd'hui, qui a pris le plus d'importance par rapport aux critères aux tensions de recrutement sur les différents métiers. C'est-à-dire que là, le point commun, le dénominateur commun, sur les principaux métiers, alors si je vous donne les résultats par rapport à l'enquête sur l'Indre-et-Loire, notamment les métiers qui arrivent en premier, ce n'est pas des métiers qualifiés, des métiers non qualifiés. Ce sont des métiers non qualifiés, tout ce qui est entretien, entreprise de nettoyage, donc nettoyeur de locaux, des serveurs, des maçons, des carreleurs, des aides à domicile. Donc tout un tas de métiers sur lesquels on n'est pas sur les métiers sur lesquels on a une difficulté forcément de compétences, mais véritablement sur lesquels on a une difficulté liée à l'exercice de l'activité, à des contraintes horaires, du travail de dimanche, et donc du coup tout ce qui renvoie à l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle qu'on a évoqué déjà sur les 2 tables rondes depuis ce matin. Donc, ce rappel, redonner un petit peu le cadre sur les tensions, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les tensions de recrutement, on en connaît dans tous les secteurs. Il y a un plan gouvernemental qui a été lancé depuis septembre 2021, qui vise prioritairement 6 secteurs d'activité, l'industrie, le bâtiment, le transport logistique, je vais en dire, le BTP, le commerce, qui est quand même le secteur le moins touché aujourd'hui, et un secteur essentiel, qui est le secteur de la santé et de l'aide à domicile. Parce que là, du coup, on a derrière des enjeux de société extrêmement importants. Aujourd'hui, c'est comment on va soigner la population, et derrière, comment on va aussi faire vivre notre système d'accompagnement à domicile des personnes âgées. Donc ça, ces 6 secteurs-là sont hyper prioritaires aujourd'hui au niveau national. Et donc du coup, aujourd'hui, notre rôle et notre mission principale à Pôle emploi, c'est d'essayer de trouver des leviers, effectivement, pour apporter des réponses aux entreprises sur ces différentes tensions de recrutement. Donc, pour caricaturer, aujourd'hui, un conseiller, il y a une dizaine d'années, quand il parlait de difficultés de recrutement, un conseiller Pôle emploi, il disait j'ai une entreprise, il me demande un mouton à 5 pattes. Il disait, il y a beaucoup d'entreprises qui me demandent un mouton à 5 pattes. Donc, dans l'imaginaire du conseiller Pôle emploi, un mouton à 5 pattes, c'était, en fait, je veux exactement le même profil, les mêmes compétences, la même expérience que le salarié qui vient de partir. C'est vrai que ça vous parle. Bon. Donc voilà, donc du coup c'était ça, donc c'était là, il y avait des difficultés de recrutement. Là aujourd'hui, on a
complètement changé de prisme. Aujourd'hui, les conseillers, quand ils ont une entreprise, souvent, ils leur disent, déjà, les entreprises ont baissé leur niveau d'exigence, manque juste un mouton. Le problème, c'est que le conseiller, très souvent, il est obligé de lui dire, on est désolé, on n'a plus de moutons. On a des agneaux, on va vous aider peut-être à voir comment on peut faire de l'agneau un mouton. Alors, je caricature un peu, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est extrêmement fort le changement qu'il y a eu en une dizaine d'années dans la perception des tensions de recrutement. Et donc du coup, notre premier travail du conseiller d'entreprise, je viens pour donner un exemple sur les patrons d'Indre-et-Loire, c'est déjà de confronter le chef d'entreprise, parce que je parlais des 27 000 projets de recrutement. 27 000 projets de recrutement, c'est 70% des entreprises de moins de 50 salariés. Donc on est essentiellement sur la PME, TPE. Donc du coup, c'est comment on explique au chef d'entreprise que non, ce qu'il est en train de nous demander, en fait, on ne va pas lui trouver. Et ça, cette confrontation-là à la réalité du marché du travail, elle est difficile déjà, hein, parce que je vous dis tout de suite que tous les recruteurs ne l'entendent pas. Et puis du coup, mais c'est un rôle pédagogique en tout cas que je donne moi aux conseillers, c'est de dire voilà, il faut expliquer, on ne va pas trouver, il va falloir qu'on trouve autrement, il va falloir qu'on trouve par d'autres moyens. Donc du coup, pour en arriver un petit peu au levier, les leviers aujourd'hui sont de 3 ordres, et puis vous les avez évoqués parce que j'ai les mêmes leviers. Le premier, c'est de travailler sur l'attractivité des métiers, de façon globale, parce qu'aujourd'hui, bien on n'a jamais eu autant de moyens de communication et de réseaux sociaux et de tout à disposition, et pourtant, il y a une forte méconnaissance des métiers dans les entreprises. Très souvent, on passe devant une entreprise, personne ne sait ce qui se fait dans les locaux de l'entreprise devant laquelle on passe. Il y a une perte de visibilité du contenu des métiers. Donc du coup, ce travail sur l'attractivité, c'est à la fois sur l'orientation initiale, auprès des jeunes, bien évidemment, mais aussi sur de l'orientation pour des personnes en reconversion professionnelle. Donc, nous, notre rôle, c'est d'essayer de travailler sur cette attractivité-là. Je vais prendre un exemple concret. Donc, après la période de pandémie, on avait beaucoup de difficultés, notamment, et de tensions de recrutement dans les EHPAD. Hein, l'attractivité avait fortement chuté. Elle n'était déjà pas très bonne avant, mais c'était vraiment très, très compliqué. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, du coup, on a essayé de travailler avec des directeurs d'EHPAD en disant, voilà, aujourd'hui, en plus, vous êtes situé une fois géographiquement nulle part, donc comment on fait pour faire venir des salariés chez vous? Et donc du coup, on est parti, c'est les conseillers qui ont dit, on va essayer un truc, voilà. Et donc du coup, on est parti sur le fait de dire, on va faire une journée porte ouverte. Bon, porte ouverte dans un EHPAD, c'est pas une garantie de succès imminente, surtout quand on est au milieu de la forêt. Et on va dire, alors, du coup, quelle personne va faire venir? On va dire, on va laisser tomber le répertoire opérationnel des métiers. Donc on ne va pas aller chercher des gens qui ont travaillé dans le secteur, etc. On va juste regarder géographiquement. On fait un cercle de 15 km autour, et on va dire, voilà, on va proposer à toutes les personnes inscrites à 15 km autour de votre EHPAD de venir visiter votre EHPAD. Donc on a lancé ça. Et donc le jour de la visite, ça aussi ça a été abordé, très important, les personnes qui ont présenté l'EHPAD, ce n'est pas le directeur de l'EHPAD, ce sont les derniers salariés recrutés, si possible avec un profil atypique de reconversion professionnelle. Et donc du coup, ce sont les salariés qui sont venus expliquer ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient, pourquoi ils sont arrivés là, et quelles valeurs ils avaient retrouvées, et pourquoi ils sont restés. Et donc du coup, ça a effectivement permis, donc du coup, il y a une sélection, hein, tout le monde n'est pas resté, mais les candidats qui se sont y intéressés, qui n'avaient aucune connaissance de ce secteur-là, donc on leur a proposé une immersion en entreprise. Donc du coup, ils ont pu faire une immersion de 2 semaines pour voir en réalité comment ça se passait, comment on vivait dans l'entreprise, quelles étaient les conditions d'accueil, les relations de travail au sein de l'entreprise, le mode de management, parce que ça c'est un critère très important aussi. Et donc du coup, une fois qu'ils ont fait ça, on a pu travailler derrière sur une proposition d'intégration d'entreprise dans le cadre d'une formation d'adaptation. C'est-à-dire qu'on a formé les gens sur place, au sein de l'établissement, pour qu'ils puissent en même temps, du coup, être impliqués dans leur environnement de travail. Et donc,
à l'issue de tout ça, à l'issue de ce parcours-là, on a mis en place, avec le conseil régional, des formations qualifiantes qui permettaient d'aboutir sur un métier d'aide-soignant. Donc du coup, ça veut dire qu'on est obligé aujourd'hui, sur l'attractivité, de travailler de façon différente. Et d'arriver chez... Il y a une véritable posture d'accompagnement aujourd'hui. C'est pas que Pôle emploi, c'est un défilé d'annonces. C'est expliquer, sensibiliser, accompagner les entreprises, apporter le bon discours. Tout à fait. Et à montrer toujours dans la transparence finalement les attentes. Voilà, exactement. Et puis d'arriver à travailler en partenariat et en confiance. C'est ça aussi le principal critère. Les secteurs, tout à l'heure Jean-Louis Garcia l'a évoqué, aujourd'hui il y a des entreprises qui n'ont pas de difficulté de recrutement. Dans le même secteur dans lequel il y a des tensions, il y a ceux qui ont des difficultés, ceux qui n'en ont pas. Quand on analyse un peu ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'en ont pas, généralement, ils ont fait un travail de revoir leur modèle de... Alors, je vais prendre l'hôtellerie-restauration pour changer un peu de secteur. Hôtellerie-restauration, on voit très bien, il y a des établissements sur lesquels on a revu l'organisation des horaires, on a revu les coupures, on a revu les jours de congé, on a revu aussi le travail le week-end, on a réduit du coup ça, et du coup ces établissements-là, ils ont aujourd'hui beaucoup moins de difficultés à trouver du personnel que d'autres établissements qui n'ont pas fait ce cheminement-là. On a fait un exercice parce que derrière l'attractivité, il y a aussi comment on recrute, qui est quelque chose sur lequel il est important qu'on fasse évoluer aussi des choses et qu'on se diversifie dans les modes de recrutement, qu'on soit ouvert, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on soit agile et qu'on aille regarder un peu comment faire autrement. Sur Chinon, au mois de mars, donc, on a organisé un forum inversé sur le secteur de l'hôtellerie-restauration. Forum inversé, ça veut dire que en fait, on a pris 9 chefs d'entreprise, hôtellerie et restauration du Chinonnais. Nous, on a réuni une quarantaine de personnes intéressées par le secteur, y ayant travaillé ou pas. Et donc, du coup, les chefs d'entreprise sont venus. Et donc, on a fait des tables. Il y avait 6 tables de 8 demandeurs d'emploi, à peu près par table. Et donc, chaque chef d'entreprise est venu pitcher pendant 10 minutes son entreprise auprès de la table. Il a tourné sur toutes les tables. Et à l'issue, c'était les candidats qui se positionnaient par rapport à l'entreprise qui les avait le plus. Le rapport est inversé. Le rapport est complètement inversé. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'une part, ça a permis d'attirer plus de candidats, parce que le fait de changer de mode de recrutement, ça attire finalement les gens se disent, ah bah tiens, pourquoi pas, je vais essayer, c'est nouveau. Et puis le deuxième élément, c'est que moi j'ai été présent et j'ai débriefé avec les entreprises après pour savoir qu'est-ce que ça leur a apporté. En fait, ils ont tous dit la même chose. Dans les 10, j'ai fait le brief avant, le brief après, pour voir. Bon, forcément, le brief avant, il y avait les convaincus, les aventuriers qui venaient là parce que c'était nouveau, et puis les pas convaincus qui disent je vais quand même y aller parce que je suis tellement dans la merde, il faut bien que j'essaye un truc. Donc voilà, donc quand on a eu ces trois, à la fin, tout le monde était convaincu de la même façon. C'est-à-dire qu'ils ont tous dit, finalement, on a dû présenter en 10 minutes, et ça nous a tous obligés à faire le même exercice. Repenser à qu'est-ce qui est attractif dans mon entreprise, qu'est-ce que je mets en avant, qu'est-ce que je valorise auprès des personnes qui veulent venir travailler chez moi. Et c'est pas forcément le salaire, c'est pas forcément les horaires, c'est aller rechercher sur vraiment des valeurs d'équipe et des valeurs d'accompagnement managérial. Puis le leadership à retravailler souvent de la part des organisations, leur ADN, leur éthique, leur leadership. Il y a beaucoup une perte de vue de l'ADN de l'entreprise, surtout pour les grands groupes. Pourquoi, où va-t-on et pourquoi le fait-on? Alors sur la partie leadership, je dirais qu'aujourd'hui, mais ça a déjà été évoqué, les gens ne recherchent plus la même chose dans les critères. La pyramide de Maslow, sur le recrutement, elle a été pas mal bouleversée. Alors on disait c'est plus le salaire, le premier critère, effectivement, c'est plus le salaire. Alors c'est pas forcément le premier critère, mais il y a un salaire de base quand même minimum sur lequel en dessous duquel on ne descendra pas. C'est quand même ça, et puis la réalité du marché aujourd'hui permet de le faire. Donc du coup, aujourd'hui, par rapport à ça, je pense que les critères, effectivement, d'ambiance, entre guillemets, et l'ambiance, elle est créée par le management, la faction, le leadership, quel est le projet de l'entreprise, quelle est la valeur
des valeurs qui sont portées par l'entreprise. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les jeunes générations, la génération Z. On le voit très bien. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des jeunes. Un jeune qui passait un entretien de recrutement avec une entreprise, une connue sur son secteur, c'était dans le commercial. Il me dit, moi j'ai dit non à la fin. Alors que l'entreprise était prête à le prendre. Et donc du coup, je lui dis, mais pourquoi tu as dit non? Il dit, mais parce que ces valeurs sociétales ne sont pas suffisantes par rapport aux miennes. Les valeurs RSE, tout ça, il dit, non, dans cette entreprise-là, ils ne recyclent pas leurs produits derrière. Donc moi, je ne veux pas travailler dans une entreprise qui ne recycle pas. C'est un peu caricatural, mais concrètement, c'est aujourd'hui ça, c'est la réalité sur laquelle on est confronté. Donc il y a ça, il y a l'accueil dans les entreprises aussi. Ça, je pense que c'est un élément très important à prendre en compte, parce qu'on voit sur le turnover, on a souvent beaucoup effectivement de gens de rupture de contrat dans les périodes d'essai et tout ça. Quand ils reviennent à se faire emploi, souvent ils disent, de toute façon j'ai été mal accueilli. On m'a mis sur un poste, on m'a pas accompagné. Et ça, c'est des éléments aujourd'hui qui sont très très prégnants. Et surtout qu'on voit aujourd'hui de plus en plus la réalité du marché du travail fait que les gens n'hésitent plus à démissionner. On voit de plus en plus de gens arriver qui ont démissionné. Il y a le fait des changements, des reconversions. Alors là, effectivement, depuis 2 ans, c'est un peu la folie. Et puis des reconversions, c'est pas la reconversion. Je regarde mes compétences de base, je fais juste à côté. Sinon, je fais complètement autre chose. Change de vie. La semaine dernière, je discutais avec un ingénieur qui est devenu couvreur. Ah oui, parce que en fait, il avait marre de travailler enfermé dans son ordinateur et tout ça. Et du coup, son choix, c'était j'ai envie de travailler à l'air libre. Le couvreur, il y a du boulot, il est parti, il s'est formé pour être couvreur et tout ça. Et donc, dans ce contexte-là, c'est très très difficile. L'émission Pôle emploi pour revenir, c'est d'arriver à réorienter les gens. Parce que du coup, on a beaucoup de difficultés à savoir vers où les gens vont pouvoir s'orienter aujourd'hui. Et donc, du coup, on travaille sur ça, sur le recrutement. Alors, sur le recrutement, juste pour finir sur cet aspect-là, on travaille aussi, au-delà de faire beaucoup de choses un peu nouvelles, on travaille aussi sur la méthode de recrutement par simulation qui est sur la base des habiletés, aujourd'hui, que vous citiez tout à l'heure. Et donc, du coup, on va regarder les habiletés que peut avoir une personne à exercer un métier. Et du coup, là, on est sur du recrutement sans CV, c'est-à-dire qu'on fait passer des tests qui sont étalonnés et co-validés avec l'entreprise. C'est donc la méthode de recrutement par simulation. Et donc, les personnes qui ont réussi les tests, ça veut dire qu'ils ont normalement les habiletés. Après, il faut former, il faut accompagner derrière, mais ils ont les habiletés de base qui vont permettre d'exercer le métier. Pour faire très court, quelqu'un qui veut faire une formation de soudage, s'il n'est pas capable de faire le truc de fake foraine où il faut passer le crayon entre les 2 fils, sans toucher, il y a peu de chances qu'il arrive à devenir soudeur. C'est une réalité. Merci. Est-ce que vous avez envie de rebondir par rapport à ce que vous dire il y a 2 éléments qui me paraissent importants. Il y a un objectif au ministère des Armées, c'est de doubler les réserves. Or, les réserves, ça permet à la fois aux anciens militaires de revenir chez nous, donc faire des parties de TP, c'est important. Mais c'est surtout une opportunité qui est offerte au monde de l'entreprise à des gens non initiés à la chose militaire, d'être recrutés en tant que réservistes et donc de toucher une nouvelle facette de leur métier, le volet peut-être un peu plus militaire, on parle de cyber, mais il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est à la fois une opportunité pour nous d'avoir finalement une compétence qui est clé en main, qui peut arriver sur 30 jours par an, et ça c'est important. Et le deuxième volet, c'est le partenariat et les parcours croisés. On a signé récemment dans l'armée de l'air une convention avec Dassault qui vise à mettre en place des parcours croisés, c'est-à-dire à faire du service détaché de nos militaires dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va se mettre autour d'une plateforme et dire tiens, ce métier-là peut apporter à un militaire une compétence particulière. Et du coup, en revenant, ce serait intéressant pour lui de nous l'enseigner chez nous. Et on peut même faire une convention d'échange, c'est-à-dire avoir un formateur de chez Dassault qui viendrait chez nous former nos personnels et en échange d'un technicien chez eux. Donc ces parcours croisés, c'est à la fois c'est gagnant-gagnant entreprise armée, et puis c'est valorisant pour le parcours, parce que quelqu'un qui ne se projette pas forcément sur le long terme dans l'armée, si on lui propose ce type de parcours, dire bon voilà, les contractuels qui ne projettent que sur 10 ans, très bien. Eh bien, pendant 2 ou 3 ans, moi je te propose un service détaché de 2 ou 3 ans dans une entreprise partenaire,
Et ça rend attractif le contenu. Ça se fait beaucoup pour renforcer un petit peu l'attractivité. Il y a aussi le mécénat de compétences aussi qui marche pas mal. Je suis désolée, on va clôturer ici parce qu'on a pris un peu de retard. On va donner quand même 10 minutes de pause. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je vous propose de nous retrouver à 12h10 pour la 3e table ronde. Vous pouvez aller prendre un petit café, faire une petite pause, aller aux toilettes, souffler un peu parce qu'il y a beaucoup d'informations à digérer. Merci beaucoup.